Alors je vais vous raconter un peu voilà, l'histoire d'Allenvie, qui est une entreprise sociale qu'on a créée pour humaniser à grande échelle l'accompagnement des personnes âgées. Alors je vais commencer par une petite histoire et parler un peu de moi et de mes deux associés. C'est la dernière slide qui va ressembler à ça, je vous préviens, mais c'est juste pour dire que nous, à la base, on est trois trentenaires il y a quelques années. On a tous les trois fait HEC, on est plutôt partis pour faire des carrières classiques dans des entreprises classiques. Et puis, on a un peu une prise de conscience, comme celle dont on parlait tout à l'heure dans le LOL Project, qui est de se dire finalement, aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous révoltent dans les problèmes sociaux, les problèmes environnementaux autour de nous. Et puis, la journée, on n'a pas forcément l'impression de contribuer à résoudre ces problèmes. Donc, on a commencé à se dire, on va essayer peut-être de mettre en cohérence ce qui nous révolte et ce qu'on fait la journée et trouver une manière de contribuer à un meilleur futur pour la société. Et il se trouve que l'accompagnement des personnes âgées nous a interpellés pour des raisons personnelles, parce qu'on voyait autour de nous beaucoup d'aidants familiaux qui se plaignaient, qui disaient « Ah là là, c'est toujours difficile de trouver des personnes de qualité, des personnes bien formées, ça change tout le temps ». On entendait des complaintes et puis on a commencé à creuser ce secteur et à rencontrer aussi beaucoup d'intervenants, des auxiliaires de vie, des aides-soignants. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est lancé tout de suite avec une intuition. Et cette intuition, j'en ai trouvé la meilleure formulation en faisant mes devoirs avant de venir ici, parce que je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Donc je suis allé sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo de l'année dernière de la Journée du Cœur, où il y avait Alain Touraine qui disait la phrase suivante, moi qui m'a beaucoup plu. Il disait « Nous vivons dans un monde où l'amélioration de l'état des êtres humains, de leurs relations, de leurs conditions, et surtout du respect de leur dignité est la tâche fondamentale. Et nos sociétés sont jugées là-dessus. » Et voilà, nous, ce qu'on a vu quand on a commencé à s'intéresser à l'accompagnement des personnes âgées, c'est qu'en réalité, les personnes qui faisaient le job, les auxiliaires de vie, les personnes âgées et les aidants familiaux, ils avaient ces attentes d'être traités avec dignité, qu'on les accompagne dans toute la dimension de leur être, et qu'en fait, le système n'était pas du tout pensé pour faire ça. Et donc, on a commencé à se dire qu'il fallait que ça fonctionne différemment. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a vu quand on s'est intéressé à ce secteur ? On a vu qu'on l'avait pensé comme une usine à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, concrètement, les auxiliaires de vie qui vont chez les 500 000 auxiliaires de vie qui vont chez les personnes âgées tous les jours travaillent dans des conditions extrêmement précaires, puisque vous avez 70% de temps partiel subi et des rémunérations au SMIC. Ils travaillent aussi dans un schéma très standardisé. Finalement, on n'a pas pensé que leur métier était un métier fondamentalement humain. J'entendais tout à l'heure Nicolas parler de tout ce qu'il racontait, tout ce qu'il échangeait avec les patients sur les brancards. Les auxiliaires de vie, c'est la même chose. Et ce qui fait que l'accompagnement est réussi in fine, c'est 80% les échanges humains et 20% tout le reste de l'accompagnement. Et en fait, le métier, on a pensé que c'était 100% des tâches ménagères, des toilettes. Voilà. On a essayé, par idéologie tayloriste, de le résumer à des listes de tâches. Et ça, c'est très mal vécu par les auxiliaires sur le terrain. Et c'est allé aussi avec une dimension d'organisation du travail très contrôlante. Donc finalement, les auxiliaires de vie sont aujourd'hui dirigés à distance par des coordinateurs dans des bureaux qui leur disent « tu vas à telle heure chez monsieur un tel, à telle heure chez madame un tel ». Et ils le vivent très mal parce qu'ils ont en fait l'impression, quand on parle à des auxiliaires de vie, ils ont l'impression d'être un peu le Charlot des temps modernes, dans une usine à fournir du service. Et finalement que ce service à la fin, en plus, il n'est même pas bien traitant. Donc non seulement vous avez l'impression de perdre un peu votre dignité de travailleur en étant juste un rouage dans une machine, et en plus le service in fine vous paraît pas de bonne qualité. Alors, pardon. Et donc nous, en fait, face à ça, on est parti de deux idées très simples pour essayer de répondre à cet enjeu. La première idée, c'est de dire, en fait, une personne qui s'occupe d'une personne âgée, elle a une responsabilité énorme, il faut la reconnaître. Donc quand vous êtes tout seul avec une personne âgée, vous avez le pouvoir de rendre sa vie agréable, vous avez la responsabilité de vous occuper d'elle. Donc si vous êtes dans une organisation, cette organisation, elle se doit de reconnaître cette responsabilité. Et le deuxième sujet, c'était de dire les professionnels qui font ce métier, c'est avant tout des professionnels de l'empathie et pas des professionnels de la toilette, des professionnels de la préparation du repas. Et en partant de ces deux idées qui paraissent très simples, on a en fait imaginé un cadre de travail radicalement différent de ce qui existe ailleurs. Donc aujourd'hui, Allenvie, l'entreprise que j'ai créée, emploie 50 auxiliaires d'envie avec un contrat CDI, 35 heures au maximum. Et puis, par contre, une autonomie très forte. Donc les auxiliaires sont organisés par communauté de 6 à 8 personnes. Et ces équipes vont eux-mêmes décider de qui ils recrutent comme collègues. Ils vont gérer les plannings, ils vont gérer la relation avec les familles, ils vont gérer le contrôle de la qualité. Voilà, une autonomie très forte
qui en fait permet vraiment de fournir un accompagnement au plus près des besoins des bénéficiaires, de le faire évoluer, parce que souvent ces accompagnements à domicile ont besoin d'évoluer en permanence, et ce sont les professionnels de terrain qui savent le mieux comment les faire évoluer, et pas les gens dans les bureaux derrière les ordinateurs. Et donc on a mis en place ce système d'équipes autonomes, et aujourd'hui donc vous avez une dizaine d'équipes en Ile-de-France et à Lyon, et ce système fonctionne vraiment bien. Alors, il a quand même un cadre, puisqu'il y a des coachs. En fait, on a aussi repensé le rôle de l'encadrement. On parlait tout à l'heure de l'encadrement. Chez nous, l'encadrement ne porte pas ce nom, ce sont des coachs. Et les coachs sont ce qu'on appelle dans les techniques de management la pyramide inversée. C'est-à-dire qu'au lieu d'être au-dessus d'une équipe et de diriger, ils sont en dessous, ils sont en support. Donc ils sont formés à conseiller les auxiliaires de vie pour développer leur autonomie et développer leur équipe. Et ça change tout dans la posture, parce que, in fine, ce sont les professionnels qui prennent les décisions, mais avec l'appui des coachs. Et là, vous voyez un exemple d'une communauté qui se réunit autour d'un bénéficiaire pour illustrer un peu mon propos. Alors, ce qui est très important, c'est que ce modèle de communauté, il va aussi avec c'est globalement une nouvelle manière de voir le métier. Dans une interview il y a quelques mois, le président de la République avait dit: on n'a pas pensé les métiers d'entraide, on les a pensés comme des métiers de production et il faut les repenser. Et donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc ça passe évidemment par l'organisation du travail, par la valorisation des professionnels. C'est pour ça que nous, on dit auxiliaire d'envie, pour montrer que on n'est pas là pour maintenir les gens à domicile, maintenir en vie, mais pour donner envie, avoir un projet de vie avec le patient. Ça va aussi avec la formation professionnelle, qui doit être complètement repensée dans ces métiers, puisqu'aujourd'hui, on occulte dans la formation la dimension savoir-être. Donc on vous forme aux techniques pour accompagner, faire des toilettes, mais on ne vous forme pas à la gestion de vos émotions, à la collaboration avec vos collègues, à la communication. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on adresse, puisqu'on a créé nous-mêmes nos propres formations. Et je veux vous montrer une photo qui, elle, ne vient pas de France, pour aussi vous dire que là, je ne suis pas en train de vous parler d'un modèle qui suit d'une petite start-up d'utopistes, voilà, de trentenaires qui ont une bonne idée, mais qui ne marche qu'à l'échelon de 50 personnes. Ça, ce que vous voyez, c'est une communauté Buurtzorg. Buurtzorg, c'est une organisation de soins infirmiers, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, aux Pays-Bas. Et en fait, donc là-bas, le soin infirmier à domicile regroupe des infirmiers et des aides-soignants et va aussi au-delà un peu du métier d'infirmier en France, parce qu'ils font une partie du job qui est fait par les auxiliaires de vie en France. Et là-bas, en fait, en 2007, ils ont fait le même constat de dire finalement, tailoriser, décider d'en haut combien de minutes on doit prendre pour faire prendre une douche, ou combien de minutes on doit prendre pour faire un pansement, ça marche pas. Et donc, il y a un jour un infirmier qui s'est levé, qui s'appelle Jos de Bloch, il a dit non, on va pas fonctionner comme ça, on va créer des équipes de 10 infirmiers aides-soignants, et vous allez nous donner un pool de patients, on va s'en occuper. Et tout le reste, on va le gérer. On va recruter d'autres infirmiers aides-soignants, on va gérer nous-mêmes le temps qu'on passe pour chaque infirmier aide-soignant. Et vous savez quoi, on va même commencer par prendre un café avec les gens quand on arrive, plutôt que de vouloir faire un acte minuté. Et en réalité, cette initiative, elle a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui, vous avez 15 000 personnes, donc 1500 équipes, qui interviennent aux Pays-Bas. C'est devenu un modèle pour l'ensemble des organisations de soins à domicile partout dans le monde, et que ça a même en fait réduit énormément les coûts pour le système de santé, puisque là où avant, quand on prescrivait tout d'en haut, finalement on faisait toujours les actes prescrits, là ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand on laissait les professionnels de terrain s'organiser et être au plus proche des patients, souvent on ne dépensait pas tout ce qui avait été prescrit par les médecins, parce qu'on arrivait finalement à ce que la personne aille mieux, qu'elle n'ait pas besoin, et que les décisions se prenaient très différemment. Alors nous, c'est évidemment une grosse inspiration pour nous, ce modèle Buurtzorg. Ça, c'est juste des vidéos pour vous montrer, avec même la musique, que, in fine, tous ces modèles d'organisation, c'est pour que des moments comme ça puissent se passer au domicile des personnes. Donc là, vous voyez Isabelle, c'est le Graal de l'accompagnement, parce que c'est une bénéficiaire qui est en train de lui apprendre le tango. Et donc, elle a réussi à mettre une personne qui est en perte d'autonomie dans la posture d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Et donc ça, c'est vraiment des belles satisfactions qu'on peut voir dans nos métiers. Pour vous dire, alors on n'est pas isolé en France, on est aujourd'hui juste un représentant d'un mouvement en réalité qui est à l'œuvre dans le secteur médico-social, parce qu'on a créé en fait avec d'autres structures un collectif qui regroupe plusieurs entreprises d'aide à domicile basées dans le nord et dans l'ouest de la France, et également des cabinets de soins infirmiers qui sont organisés sur ces modèles d'autonomie. Et donc aujourd'hui, on a une quinzaine de structures qui sont en train de se transformer pour changer radicalement leur mode d'organisation et remettre vraiment
le professionnel au cœur du projet des structures d'aide à domicile. Et donc évidemment, moi là, je parle beaucoup de ce que je connais, le métier d'auxiliaire de vie à domicile, mais je pense qu'une partie du constat qu'on fait, des idées qu'on apporte, peuvent évidemment être reprises pour l'ensemble des métiers d'accompagnement qui sont aux côtés des patients et des personnes vulnérables. On voit qu'aujourd'hui, dans nos cursus de formation, parce qu'on fait des formations pas uniquement pour nos auxiliaires de vie, on a développé une offre de formation pour les professionnels à la fois auxiliaires de vie en dehors de notre structure, mais aussi pour les encadrants. Donc on forme des encadrants dans d'autres structures pour passer de la posture de manager à la posture de coach. Et on se rend compte qu'en réalité, il y a beaucoup de besoins partout. On a aussi des encadrants d'EHPAD qui viennent essayer d'apprendre, de s'inspirer en tout cas, pour trouver un mode d'organisation où on responsabilise plus les professionnels. Et aussi pour dire aussi, tout ça c'est une illustration pour vous dire qu'on en est même aujourd'hui dans notre projet de redéfinir le métier en collectif et aussi beaucoup en lien avec les pouvoirs publics, parce qu'aujourd'hui il faut savoir que sur ces métiers d'accompagnement il y a une très forte inquiétude des pouvoirs publics qui voient d'un côté le nombre de personnes âgées en perte d'autonomie qui va augmenter fortement dans les prochaines décennies, et de l'autre côté une peine énorme à attirer des personnes vers ces métiers. Et donc il y a un vrai effet il y a un trou qui va se creuser si on n'attaque pas de front ce problème de repenser ces métiers, de les valoriser et de les rendre attractifs et humains profondément dans leur fonctionnement. Et donc on a même créé un indice aujourd'hui pour essayer de mesurer en continu dans notre structure et dans les autres comment tout le cadre de travail qu'on proposait influençait le professionnel pour être dans les meilleures dispositions possibles à être en posture humaine dans son accompagnement. C'est-à-dire ne pas être pris par la précarité de ses conditions de travail, le fait qu'il est isolé lui-même, il ne rencontre pas ses collègues. Voilà. Être sûr que sur tous les échelons des besoins qu'on a quand on travaille, on arrive à satisfaire le collaborateur pour que lui-même soit dans la bonne posture pour accompagner la personne qui en a besoin. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les entreprises, on avait tendance à mesurer toujours les chiffres. Qu'est-ce qu'on gagne comme chiffre d'affaires, combien ça coûte, et à regarder ce qu'il y a en bas. Et si on regarde que ça, finalement, on ne regarde pas, est-ce que la personne qui fait les tournées, est-ce qu'elle a un temps de transport qui est raisonnable par rapport à son temps de travail? Est-ce qu'elle a des coupures dans son emploi du temps? Est-ce qu'elle est satisfaite des interactions qu'elle a avec ses collègues? Donc on a créé tout un indice pour mesurer beaucoup plus qualitativement le potentiel humain de nos organisations afin de mesurer finalement ce qu'on ne mesure pas habituellement. Et aussi pour vous dire que tout ce qu'on fait, finalement, nous, on est très inspiré de modèles assez anciens, parce qu'au début, on s'était dit, voilà, on est dans la mouvance de l'entreprise libérée. Donc l'entreprise libérée, c'est très à la mode, c'est de l'idée de dire, dans les entreprises, il n'y a plus besoin de chef, tout le monde décide en autonomie. Donc c'est vrai qu'on était beaucoup inspiré par ça. Buurtzorg est souvent cité par les héros de l'entreprise libérée. Mais plus on l'a creusé, plus on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'on allait rechercher dans la redéfinition d'un métier, c'était des choses en réalité très anciennes et très basiques. Je prends un exemple tout bête. On a mis en place un système de parrainage où les auxiliaires de vie qui arrivent sont parrainés par un parrain ou une marraine. Le parrainage, ça fait des siècles que dans le compagnonnage ou dans les corporations de métiers, on fonctionne avec du parrainage, avec de la transmission. On avait inventé la transmission avant d'inventer la formation dans un bureau, dans une salle avec un tableau et des concepts. Et en fait, l'autre sujet, c'est on a créé une charte, qu'on appelle nous une charte d'envie. La déontologie, c'est quelque chose de très important. Les médecins, les professions médicales, vous prêtez serment quand vous démarrez dans le métier. C'est quelque chose de très important qui permet de partager entre pairs un code de déontologie. On sait pourquoi on fait ce métier. Et aujourd'hui, dans les métiers du social, d'auxiliaire de vie, par exemple, on n'a pas ce genre de choses. Donc, du coup, ça fait aussi que le métier est moins connu. Et donc, nous, on essaye d'aller creuser derrière les conceptions modernes du travail qui sont finalement basées un peu sur l'industrie, sur une vision d'ouvrier spécialisé, aller creuser comment on faisait quand on voulait vraiment penser à un métier. Comment on pensait la transmission, comment on pensait les échanges entre pairs, comment on pensait la déontologie, comment on pensait la formation. Et donc l'enjeu, c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est de faire de ce métier
de ce job qui est aujourd'hui finalement un peu un job d'ouvrier spécialisé, d'en faire un vrai métier reconnu où tout le monde, quand on entend parler une auxiliaire de vie, quand on la voit, quand on la rencontre chez un proche âgé, on sait ce qu'elle fait, on sait que son métier c'est de l'humain et elle-même dans sa projection, voilà, c'est pourquoi elle le fait et a envie de toujours est fière de le faire et aussi l'opportunité de progresser en continu grâce à de la formation et grâce à de l'échange entre pairs. Donc voilà un peu ce que je voulais vous raconter. Ah oui, ce que je peux vous dire aussi qui est intéressant, c'est que tout le constat qu'on fait, nous, en tant qu'entreprise sociale, finalement, il est très partagé. Vous parlez à n'importe qui dans le secteur de l'aide à domicile, il va vous dire oui, le constat, il est là, mais moi, j'ai pas de solution. Notre seule singularité, c'est qu'on a essayé de mettre au service de cette cause un peu des modes d'action nouveaux. Et ces modes d'action, c'est ceux de l'entrepreneuriat social. On est, nous, une entreprise, donc on est une société, voilà, société par action simplifiée classique. Mais ce qui est singulier, c'est qu'on a des investisseurs on a levé en tout plus de quasiment 2 millions d'euros depuis qu'on existe, qui nous ont donné de l'argent pour qu'on innove sur la dimension managériale, sur la formation. Et cet argent, ils nous l'ont donné avec un double objectif de rentabilité économique et d'impact social. Donc on a aujourd'hui dans notre pack d'actionnaires, avec un fonds d'impact social, FitTrust, qui nous finance, on a des critères qui nous disent, par exemple, qu'on doit avoir un pourcentage maximum de bénéficiaires à faible revenu. Ça fait partie de nos critères d'impact social. Donc on a trouvé des gens qui nous donnaient de l'argent pour faire un service qui soit accessible au plus grand nombre et si possible avoir un maximum de clients à faible revenu qui payent un tarif moindre que ceux qui ont des revenus importants. Donc ça c'est assez singulier parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a vraiment des mécanismes de financement de l'innovation sociale qui n'existaient pas encore il y a quelques années et qu'il faut à tout prix mobiliser pour nos enjeux de santé, d'accompagnement et de social. Et ça va aussi avec une gouvernance derrière où dans nos statuts, en fait, on a un statut spécifique d'entreprise solidaire d'utilité sociale qui fait que on va avoir une gouvernance partagée avec les salariés. Et donc ça garantit que sur la durée, c'est pas juste un discours marketing d'entrepreneurs qui auraient vu une opportunité en disant il faut valoriser le métier d'auxiliaire de vie. C'est vraiment un engagement sur le long terme parce qu'il est inscrit dans nos statuts, dans notre gouvernance et dans tout ce qu'on développe avec Allenvie. Voilà, je vais m'arrêter là, mais si vous avez des réactions ou des questions. Guillaume, merci beaucoup pour cette description. C'est un modèle qu'on ne connaît pas, nous. Un peu bottom-up. On part de la base et on remonte, et pas top-down, comme disent les Américains. Et l'entreprise, alors, elle est rentable avec les tarifs actuels. On peut fonctionner comme ça et gagner de l'argent ? Oui, alors elle est rentable, si vous voulez, on est rentable en marge brute. Donc après, on se développe, donc on continue à investir, mais le modèle économique, il fonctionne aussi bien, même mieux, si vous voulez, que les autres structures. Je prends un exemple, par exemple, du taux d'absentéisme. L'absentéisme, c'est le fléau dans notre secteur. Nous, on va être entre 5 et 10%, là où les autres structures vont être à 30%, parce qu'on a des gens engagés, et parce que quand vous travaillez en équipe, en fait, l'absentéisme, si vous n'êtes pas là, c'est l'équipe qui est pénalisée, c'est pas juste le chef que vous voyez jamais qui vous appelle pour vous dire, vous donner des ordres. Donc ça change tout en réalité sur l'engagement des professionnels, et donc ça se répercute directement dans le modèle économique. Et on a moins d'encadrement, donc moins de coûts d'encadrement. Ça permet aussi de valoriser plus le salaire des auxiliaires et de mieux former. S'il n'y a pas de questions... Ah, oui, Mathieu. Auxiliaires de vie, et est-ce que quelque part les retours que tu as de leur travail, c'est de dire bah oui c'est mieux qu'avant et que vous arrivez par exemple à recruter facilement Alors oui, on a des auxiliaires très engagés. On voit que nous on arrive à recruter alors qu'il y a beaucoup de structures dans notre secteur qui n'arrivent même plus à recruter. Après c'est aussi exigeant, c'est-à-dire qu'évidemment il y a une satisfaction, mais c'est aussi on repense complètement le métier, donc il y a la responsabilité a beaucoup d'avantages, et puis ça implique aussi une nouvelle charge mentale pour les professionnels qui demandent à être accompagnés et à être valorisés dans le salaire, dans la formation. Donc c'est évidemment valorisé. Enfin, on a des auxiliaires très engagés qui témoignent d'ailleurs souvent dans ce type d'événements. Mais voilà, et après c'est aussi une nouvelle responsabilité, mais en tout cas c'est beaucoup plus épanouissant
humainement, nous on est convaincus de ça, d'avoir la main sur son travail, de ne pas avoir quelqu'un qui organise le travail à votre place, que de... Voilà, donc ça, on le voit tous les jours, et surtout dans les retours qu'on a. Là où on voit des retours, c'est aussi beaucoup chez les professionnels de santé qui accompagnent les personnes que nous-mêmes on accompagne, qui voient les auxiliaires, qui interagissent avec eux. Donc ça, c'est aussi... eux n'ont jamais vu des auxiliaires qui avaient ce niveau d'engagement. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Un nouveau modèle pour la santé.